Ok. Synchronisation du recording. Et nous pouvons commencer now. Ça fait du bien d'entendre ce petit jingle. Quand t'entends ça, you know shit's about to get down. Ah mais Eva elle entend pas. Ah si elle entend. T'entends? Eva n'a pas de casque. Bah oui. Eva, il faudrait que tu te mettes là plutôt. Ouais, tu peux... Tu te mets comme une petite souris. Mais c'est bien là-bas quand même parce que là c'est trop proche. Tu peux le faire passer de l'autre côté. Bien sûr. C'est le plus court. Tous les chemins mènent à Rome. Tu peux l'étendre un peu, je pense. Oui, il y a de la marge. Mets-toi bien près du mur comme ça. Mets-toi à côté de moi. Le mur là-bas. On te voit pas, tu peux te mettre à côté de moi. Ouais, elle peut se mettre un peu plus à côté de moi. Non, un peu plus là-bas. Stop. Voilà. on voit un petit fil dans l'angle. Tiens le fil. Oui, Eva. allô, c'est mon combiné. Tiens un peu le fil. Tu vois Non, ce que je veux c'est dire? bon, t'inquiète, c'est bien comme ça. Tu le tiens un peu le fil. Tiens, Sarah, je vais te Ça descendre. tire pas. Je vais te descendre un chouïa. Ah non, en fait. Ouais, Tu vas-y, restes mais- où parce que c'est un peu Je crois que différent. Je vais me mettre dans Ouais. le fauteuil parce que sinon c'est un peu chiant d'être... Alors du coup, je me reparamètre. Là, j'ai un peu trop d'espace au-dessus de ta tête quand même. Voilà, ça c'est perfect, babe. Oh my gosh, she's so hot. Let's do it again. Vibrato des lèvres. Yeah. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Jab. Waouh, ça va Sarah? Ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Et aujourd'hui, vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais nous avons Eva qui Une est invitée surprise. invitée surprise et invisible et inaudible. C'est notre stagiaire d'observation pendant une semaine et elle a demandé à venir observer un Radio Jab. Petite pression, c'est la première fois qu'on enregistre en public. Waouh. De quoi on a décidé de parler, Sarah, aujourd'hui? Aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose qui est dans tous les esprits. C'est j'ai envie de parler de moi, mais en même temps, je sais que je ne dois pas parler de moi, mais en même temps, je pense que je dois parler de moi pour que les gens ils soient intéressés. Bah oui, parce que c'est dur. Comment je fais pour vendre du rêve et des produits sans parler de moi? C'est compliqué. C'est pas à propos de toi. Donc le thème du jour est la vente. C'est pas à propos de toi. Et c'est valable, of course, comme d'habitude, quand t'es sales. Mais je pense aussi à d'autres cas de figure quand tu veux vendre un projet à ton manager, quand tu veux même être recruté. Tu penses que quand tu vas en entretien, it's all about you. Et en fait, c'est pas vrai. Exactement. Et les cas dans lesquels on peut le traiter aujourd'hui, enfin les situations dans lesquelles on va traiter ce sujet aujourd'hui, c'est aussi bien, tu disais, toutes ces situations hors vente, mais dans la vente, par exemple, ça va être la prospection dès le début. Comment je fais une bonne impression dès le début, et d'ailleurs dans le début du rendez-vous aussi. Ouais. On va le traiter dans la story, dans la sales story que tu mets en avant. Qui est l'histoire de vente. Exactement. Dans l'urgence, parce que souvent les gens disent il faut créer de l'urgence, il faut que les gens aient de l'urgence à acheter, etc. Et ils font des promos, des trucs un peu shortcut. Encore une fois, ça c'est à propos de toi. Donc on va voir ce qu'on fait et pourquoi on le fait pas. Et enfin, dans le closing, quand il faut bouger les gens, c'est pas pour faire tes objectifs, quoi. C'est pas à propos de toi. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, et ce que tu l'as dit un peu dans la prospection, comment faire une bonne première impression, ce qui est puissant quand tu développes cette capacité à la fois à être à propos de ton client et en même temps que ça dise des choses sur toi en filigrane, c'est que tu as cette opportunité de faire une pure première impression. Et en fait, ça bat tout. Quand t'as un peu ce qu'on pourrait appeler ton power statement, où tu vois ton histoire qui fait que boum, ça fait un effet un peu waouh, et ben en fait, cette première impression, elle va vachement conditionner le reste de ta vente. Et je trouve que c'est intéressant de te dire, tu peux toujours ramer, rattraper, retirer les fils si t'as pas fait une première bonne impression, mais c'est quand même vachement plus dur, quoi. Un truc que j'aime bien aussi, moi, dans l'épisode, quand on l'a préparé pour aujourd'hui, c'est l'aspect un peu storytelling, forcément, branding qu'on va évoquer dans cet épisode, qui est en fait comment est-ce que, en te posant les bonnes questions sur comment raconter ton histoire, c'est quoi la structure d'une bonne histoire, tu vas pouvoir un peu utiliser ces éléments-là pour parler à ton prospect et parler de lui. Ouais, voilà, exactement. Parler à lui et parler de lui, mais en même temps, tu
ça te donne l'opportunité de raconter ton histoire aussi. Donc c'est un peu ça le paradoxe, quoi, tu vois, c'est ce qu'on disait en intro que je trouve intéressant, quoi. Faut pas que tu parles de toi et en même temps faut que ça en dise long sur toi. Exactement. Et on peut peut-être balayer un peu ce qui se passe en règle générale. Vas-y. C'est-à-dire que ce qui va se passer en général dans des premières conversations, dans des débuts de conversation, c'est que je vais me présenter, je vais parler de moi, de mon passé par exemple, de ce que j'ai fait. Et puis je vais parler de ma boîte, parce que c'est ça qui me passionne en vrai. Ouais. Je vais présenter des choses en fait. Et comme tu disais, la première impression, elle est super importante. Et ce truc-là, ça va installer une dynamique où c'est moi qui présente. Et en fait, la relation est basée sur moi qui donne de l'information. Et du coup, on est beaucoup moins dans une conversation que dans un lancer d'infos. Mauvais jingle. Et en amont, avant de te lancer dans l'action, il faut que tu aies travaillé ce qu'on appelle ton histoire de vente. Donc ça, c'est un atelier que nous, on fait chez Jab pour aider nos clients. Et en fait, le principe de cette histoire de vente, ça reprend un petit peu le schéma narratif des bons vieux cours de français de 3e. J'adore. Il n'y a que toi qui te rappelles de ça. Mon gars, c'est MDR dans les ateliers. À chaque fois, je suis genre... Et donc, qui peut me parler du schéma narratif ? Là, je vois tout le monde qui lève les yeux de son écran, genre... Faut changer d'exemple. Qui est cette personne ? Mais non, mais c'est trop... En vrai, ça les rattrape un peu bien parce que je dis, alors, pour faire une bonne histoire, qu'est-ce qu'il faut ? Retour en 3e. Et donc là, t'as les gens qui lèvent la main, genre... Une situation initiale. Oui, bien. Tu te souviens bien. Il y a des gens, et les gens se rappellent quand même plutôt pas mal. Et je dis, ça m'est revenu automatiquement. En fait, tu vois, c'est marrant. Et donc, et en fait, tu te rends compte, et il y a Ange qui est venu me voir, donc un des coachs Jab, qui est venu me voir un jour après un des ateliers Sales Story. Il me dit, mais girl, t'as donné tout du sens à l'école pour la première fois de ma life. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas mieux écouté les cours de français et tout ? Parce qu'en fait, ton schéma narratif que t'apprends en effet au collège et au lycée, la vérité, c'est que dans le business, ça se traduit par cette fameuse histoire de vente. Et donc, l'erreur que font souvent les gens quand tu demandes, et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta life, même en soirée de networking, quoi, c'est direct de se mettre eux-mêmes comme le héros de l'histoire. Et dans l'histoire de vente, il y a bien un héros qui, au début, qui a un élément perturbateur, du coup, donc lui, il est tranquille dans sa life, et un jour, il y a une couille. Il a un problème, il est frustré par un truc, ou alors il a une big ambition, mais il se rend compte qu'il peut pas y arriver tout seul, quoi. Et donc, il se met en chemin vers son parcours initiatique, où là, il y a les fameux méchants et les adjuvants. Et donc, typiquement, moi, j'aime bien prendre l'exemple de Cendrillon, nanana. Et toi, en fait, dans cette histoire, t'es la bonne fée, la marraine, la bonne fée. T'es pas Cendrillon, Cendrillon, c'est ton client. Et donc, à la fin, il arrive à la situation finale, où il est content, il a atteint son objectif, et donc, en réalité, si tu es un bon vendeur, c'est une nouvelle situation initiale pour de nouveaux problèmes qui arrivent derrière. Mais bon. Soyons step by step. Voilà. Donc, en gros, petit reminder des cours de collège, mais l'idée et je vais pas refaire l'atelier, mais le cadre qu'il faut que tu aies en tête, c'est que il y a une histoire que tu travailles, et dans cette histoire, le héros, c'est jamais toi, c'est toujours ton prospect, la personne qui est en face, et la personne en tout cas que tu vas essayer d'embarquer avec toi. Donc ça, c'est un premier élément de ton histoire de vente. Parce que, en fait, souvent, quand on parle de ce qu'on fait, les gens vont pas non plus avoir le réflexe de parler d'eux-mêmes, tu vois. Ouais. Ils vont avoir plutôt le réflexe de parler de la boîte, des équipes, de leurs produits. Ouais. Et c'est plutôt ça, en fait. Ouais. Parce que quand tu démarres en parlant du produit, etc., les gens... Ils s'intéressent, enfin, je veux dire, personne n'est mal poli et va te dire genre je m'en fous de ton histoire. Mais ce qui va se passer, c'est plutôt que les gens vont se projeter dans comment ça marche, et dans à quoi ça ressemble ce produit, et ils vont être curieux de choses opérationnelles qui, c'est sympathique en fait, mais eux ils voient pas vraiment, ils se projettent pas vraiment dans comment ça pourrait marcher pour eux, et qu'est-ce que ça peut résoudre chez eux. En fait, du coup, s'ils ont un besoin précis, ça va coller. Et super, mais combien de fois tu te retrouves en face de gens qui ont un besoin précis au moment précis où ils en ont besoin ? Ouais, et quand bien même, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que donc la partie vraiment storytelling qui est intéressante dans l'histoire de vente, c'est que tu veux créer un effet miroir chez la personne. Et donc ce que tu vises, c'est que la personne se dise, mais attends,
le héros, entre guillemets, dont le gars parle, c'est moi. Et en fait, il se passe des trucs au niveau neurologique, dont un qui est très puissant, qui s'appelle le couplage neuronal. Et en fait, la personne se met en miroir et pense qu'elle-même, exactement, c'est de l'identification, et pense qu'elle-même est dans ton histoire. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est vrai, si tu commences à mettre comme héros de ton histoire un produit ou un service ou un truc, la personne va pas se dire c'est moi. Tu vois, elle va se dire oui, cool, dire, c'est eux. Exactement. Enfin, c'est le produit, c'est le machin. Et cette connexion de se dire j'en ai besoin de cette feature ou de ce service à ce moment-là, elle va jamais arriver parce qu'elle est pas mise dans une position, genre au niveau du cerveau, pour se le dire, tu vois. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ou alors, elle va se le dire si ça correspond tout pile. Pile. Mais comme tu disais, quelles sont les chances, quoi. Dans l'œil, dans le mais même si ça correspond tout pile, en fait, ça n'arrivera elle le verra même peut-être pas. En fait, c'est ça que je veux dire, parce que t'auras pas, conditionné un peu. Ça n'aura pas cliqué. Exactement. Son cerveau pour qu'elle le voie. Et donc, il y aura pas de clic. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et le deuxième truc qui est un peu moins palpable et il y a un peu moins de recettes en 3 étapes, écris ton histoire de vente, c'est la partie un peu émotionnel qu'il faut que tu arrives à faire vivre à la personne en face de toi. Tu le disais tout à l'heure, d'être vraiment dans une conversation et ce genre de truc. Le fait de mettre en héros une personne et de raconter bien une histoire, ça va faire que la personne, elle va être plus engagée émotionnellement et donc elle va plus se projeter. Donc si je donne un exemple hyper concret, tu vois, par exemple, nous Jab, je pourrais très bien dire, on a un centre de performance commerciale, pour les dirigeants, les fondateurs, les sales, nanana. C'est des franchement, j'aurais beau l'espace et tous les mardis on fait du training et j'aurais beau utiliser les meilleurs arguments et dire exactement la même chose, c'est-à-dire on te fait tripler ton chiffre, je pourrais même dire des trucs de ouf, genre on te fait x10 de ton chiffre d'affaires, de dire, avec notre entraînement, voilà. Ça résonnera 50 fois moins que si je te dis, tu vois, les dirigeants qui ont envie d'amener leur boîte au next level, en fait, nous, on les accompagne et nanana. Et en fait. Et qui ont tel problème. Et qui ont moi, je parle qui ont l'ambition de faire ça, mais qui sont coincés, qui sont frustrés parce que leurs équipes, elles font pas X, Y, etc. Mais en fait, moi, je leur fais X, Y et je suis différent parce que machin. Et donc, pour fermer un peu cette parenthèse-là, la deuxième histoire, je pense que tu le ressens assez rapidement, dès la première phrase, normalement, tu t'identifies, ou alors tu te dis « Ah mais ouais, je connais tel gars qui a ça aussi », tu vois. Imagine même, t'es en soirée de networking, rien à voir, et en fait, ça va provoquer l'identification à d'autres personnes, ou à soi-même. Et donc, en fait, ça me fait penser à quelque chose. C'est que quand on te raconte un truc qui est extérieur à toi, tu te mets dans une posture de juge, tu te mets dans une posture d'auditeur, de public, tu vois. Donc, t'es plutôt dans un truc où tu peux décrire, tu peux juger, etc. Alors que quand tu t'identifies, t'es plus du tout dans le jugement. Au contraire, t'es dans la réflexion. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le sujet d'aujourd'hui, c'est pas à propos de toi, c'est qu'on veut pas que les gens soient dans le jugement de ta solution, on s'en fout qu'ils trouvent ça bien ou pas bien. Exactement. Quelqu'un qui me dit ah, c'était intéressant ton truc, ça me vexe en fait. Ouais, c'est un fail. C'est un fail. Versus quelqu'un qui me dit ouais, j'ai mal à la tête, je trop réfléchi. Là, ça va être bien. Ouais, ou alors, ça me parle, tu vois. Genre, ça me parle. C'est marrant, on dirait que tu parles de ma boîte, quoi. Ouais, exact. Et c'est exactement ça que tu veux, en fait, provoquer chez cette personne-là quand tu as travaillé ton histoire. Le changer de posture, en fait. Exactement. Le changer, tu vois, quand on parle de structure narrative, d'histoire et tout, c'est le changer. Tu le prends de l'audience et tu le mets sur la scène. Exactement. Non, mais ouais, c'est exactement cette démarche-là. Et en fait, c'est important de l'avoir en tête, je pense, en préparation de ce qu'on va voir sur, une fois que tu passes à l'action, concrètement, comment je fais ça en prospection, comment je fais ça dans un rendez-vous. Mais voilà, je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Toutes ces étapes, il faut que tu les vois avec le filtre de faut pas que le gars soit spectateur. Et je pense même en rendez-vous, à quel point ça doit être frustrant et ça se voit et ça se sent quand tu as un rendez-vous spectateur versus un rendez-vous où toi-même t'engages la personne. Donc voilà pour la partie un peu sur ton histoire de vente, ta sales story en anglais. C'est quelque chose qu'il faut que tu travailles et il y a plein de méthodes pour ça, mais si tu dois retenir qu'un seul truc, c'est de te dire mets la personne en face de toi comme l'acteur principal de ton film.
Et fais le trailer. Et fais le trailer. Trailer Marvel. Et ça fait le lien avec la suite quand tu disais c'est très frustrant en fait quand un prospect reste spectateur dans la conversation. Ouais. Et ça va être vraiment tout l'enjeu. Tout l'enjeu d'une vente, c'est d'engager le prospect. Et c'est d'ailleurs ce dont manque la plupart des gens qui font de la vente. Ouais. Ou qui n'en font pas mais qui en font quand même. C'est d'engager les gens en face. Parce que c'est facile d'attirer l'attention, c'est facile d'intéresser un peu, mais engager, c'est tout autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire engager ? Je trouve que ça, c'est la première chose qu'on peut se demander, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a parfois, on le voit, il y a des clients à nous, on les coach, ils disent non, mais je pense qu'il est engagé. Ça veut pas juste dire répondre. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Comment tu sais qu'un prospect, il est engagé, par exemple, dans l'appel et dans la vente ? Je pense que moi, j'ai plusieurs... Enfin, je ne saurais pas théoriser le truc vraiment, mais j'ai plusieurs indicateurs. Ouais, vas-y. Dans un appel, par exemple, c'est quand ça va être fluide et que je vais avoir du oui, que je vais avoir de la conversation, en fait. Du tac au tac, par exemple. Dans un rendez-vous, ça va être quand la personne voit plus trop le temps passer. Ouais. Hein, que genre, on a dépassé l'heure, en fait, mais c'est pas un sujet. Ouais. Ça, c'est engagé. Quand ça close, par exemple, et que tout de suite après, on met les prochaines échéances, les prochaines étapes. Et aussi, quand les gens viennent nous chercher, tu parles des clients tout à l'heure, est-ce qu'il est engagé, est-ce qu'il n'est pas engagé ? Ouais. Un très bon témoin d'engagement, c'est est-ce que le client vient te chercher, est proactif dans les questions, est proactif dans les problèmes qu'il rencontre, les résoudre, et ce genre de trucs. Donc pour moi, c'est ça les indicateurs, mais en fait, être engagé, c'est aussi être responsable de ton succès, je pense. Et être en responsabilité que ça marche. Oui, c'est une très bonne définition. Et voilà, je voulais juste refaire un peu ce point parce que parfois, il y a des signaux où ça peut être trompeur, tu vois. Tu te dis, on laisse couler un rendez-vous, il a répondu aux questions, oui, non, il aime bien, voilà. Et c'est ça que je voulais faire comme distinguo. La vraie différence, ouais. Exactement, c'est que parfois, moi, j'entends souvent des débriefs. Ouais, il a dit que c'était super, et du coup, on se rappelle. Ouais. Et là... Et c'est pas ça, être engagé vraiment, quoi. Exactement, et c'est là où tout le monde se plante, c'est que tu vas demander à quelqu'un, ton rendez-vous s'est bien passé, il va dire ouais, c'était trop bien et tout, t'as close ? Ben non. T'as un prochain rendez-vous ? Non. Bah donc ça s'est pas bien passé en fait. Exactement. C'est pas parce que le gars est de bonne humeur que ça s'est bien passé. Et du coup, ça, pour reboucler avec ce qu'on dit, ça découle souvent de ce que j'entends, ça découle souvent de ça s'est bien passé, j'ai présenté mon truc, j'ai fait ma démo, j'ai tout fait ma presse et on se revoit. Et donc du coup, c'est exactement le sujet, c'est peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire. Peut-être que c'est pas de toi qu'il faut parler. Parce qu'en fait, en réalité, quand tu présentes un truc bien et que tu parles de toi et que c'est bien, ça peut que bien se passer. Par contre, quand tu challenges quelqu'un, c'est plus dur. C'est pas si évident que ça se passe bien. Parce que tu vas aller le titiller sur ses problèmes, ou sur ses enjeux, ou ses difficultés. Et du coup, d'un coup, on tourne la caméra. Ouais. C'est plus sur toi, c'est sur l'autre. Et quand on va parler de ses problèmes, c'est pas un moment qui est agréable, ou sympa, ou intéressant. Ouais, c'est clair. C'est plus ces notions-là, en fait. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure aussi, toi, en tant que personne qui fait la vente, tu vas sur un terrain que potentiellement tu maîtrises moins bien. Donc, il faut savoir le gérer, tu vois. Et puis, tu es moins à l'aise avec les émotions donc, de l'autre. Et aussi, les miennes, tu vois. Comment je vais faire, comment je vais rebondir, etc. Et en fait, donc, quand tu commences par parler de l'autre, c'est pas très confortable et les gens ont pas trop l'habitude, donc le réflexe qu'ils vont avoir, c'est direct. Mais vas-y, présente-moi ce que tu fais. Ouais. Vas-y, montre-moi ce que tu fais. Oui, ça c'est les questions un peu classiques, tu vois. Si on parle du rendez-vous, quoi. Comment tu débutes et comment tu fais parler l'autre et ensuite t'en reviens à ta solution. Comment tu skippes ces questions d'un peu, je te laisse te présenter du coup. Qu'est-ce que vous faites ? Non, parce qu'en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? C'est ça la question qu'on peut se poser. Le petit chit-chat du début, etc. Bonjour, oui, certes, hein. Mais
ce truc de présenter tout son parcours universitaire et tout ça à chaque rendez-vous, franchement, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Moi, je me suis pris une grosse claque enfin pas une claque, mais j'ai un rendez-vous l'autre jour et j'ai même pas demandé à la personne de se présenter, j'ai jumpé direct dans les trucs. Au bout d'un quart d'heure, elle me dit ah oui, du coup, je vais me présenter parce qu'un peu en mode genre. Sorry girl, tu m'as même pas demandé de me présenter alors que d'hab on fait ça, tu vois, genre c'est juste des habitudes. J'ai fondé ma boîte. Je dis ah ouais, je suis désolée. Et puis en plus, j'avais regardé le profil de LinkedIn de la personne, donc moi j'étais genre bon, mais en fait ça m'a fait un check de me dire ah c'est vrai que c'est vachement une convention et en fait ça c'est pour rebondir sur ce que tu dis, de genre j'avais l'impression d'avoir raté l'étiquette. Tu vois, c'est même pas utile, ça n'a rien apporté au rendez-vous, entre nous soit dit. C'est ça. En plus, une fois qu'elle le fait. Ça apporte pas grand chose de plus. Non, genre ok, bon bah voilà, tu super. vois. Mais je me suis sentie quand même, je me suis dit ah zut, l'étiquette du rendez-vous. Et moi je crois vraiment, t'as raison que cette partie-là, non seulement c'est un peu une étiquette qui n'apporte pas de valeur, et en plus c'est aussi potentiellement le début glissant du vortex vers faire que de parler de soi. Exactement. Et du coup, moi je dirais que tu peux dire quelques trucs au démarrage. Mais il faut que ce soit avec ta sales story, c'est-à-dire en parlant du client. Ouais. Et pour introduire vers parlez-moi de vos enjeux, parlez-moi de telle et telle problématique que je résous. Ouais. Et rentrer directement droit dans le sujet, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est ça aussi l'expertise et le professionnalisme, c'est de pas être tout le temps en train de faire des actions pour se faire apprécier. Ouais. D'être aussi... Voilà, on est là pour un sujet, on est tous au courant, on s'est checké sur LinkedIn, on voit très bien qui est qui, on s'introduit rapidement parce que politesse, mais en vrai, allons droit au but, j'ai pas envie de faire perdre du temps à personne, on va se parler des vrais sujets, c'est bon. Et je pense qu'en plus, contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir, dans ces conversations, il y a vachement plus de valeur, il y a des trucs à aller chercher et aussi de la relation à aller créer, etc. Et c'est ça, la relation, elle se crée en filigrane, en fait. Exactement. C'est pas parce que t'as parlé 5 minutes de ses enfants que t'as une relation. Exactement. Donc je pense que ça, c'est aussi un mythe un peu à aller casser, quoi. Voilà, c'est pas parce que au contraire, de rentrer dans les problématiques, c'est une vraie façon de nouer une relation avec quelqu'un. Et je trouve que ton ouverture, elle est vachement bien. Bon, parlez-moi de vos enjeux, tu vois, je me dis hyper concrètement pour quelqu'un qui nous écoute et se dit ok, comment est-ce que du coup je rentre dans mon rendez-vous et je fais parler la personne en face, et j'aime bien ça en disant de quel enjeu, hein, exactement, pas en étant trop large, mais t'arrives, tu dis l'histoire de vente que t'as bossé, donc tu présentes avec de la bonne façon ce que tu fais et tu dis du coup sur ces thématiques là voilà, quels sont vos enjeux aujourd'hui. Franchement, déjà, si tu fais ça, on parlait tout à l'heure de première impression et à quel point c'est important. Je pense que tu cadres direct aussi le rendez-vous. Ouais. Et la personne en face, elle se dit ok, wow, cadre posé, c'est ça. Enfin, tu vois, c'est sérieux, quoi. Et tout ça, là, ce dont on a parlé, c'est parler de moi. Yes. Il y a aussi le sujet que ce soit à propos de moi ou pas à propos de moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris que je dois pas parler de moi. Enfin, que je dois plutôt parler de l'autre, en fait. C'est pas que je dois pas parler de moi, hein. Le but, c'est pas d'être mystérieux. Mais c'est plutôt que je dois parler plus de l'autre. Ouais, dis-moi. À propos de mystérieux, je rebondis parce qu'on n'a pas forcément parlé de ça, mais c'est sur la prospection. Je trouve que c'est hyper intéressant. Dire, voilà, on va en parler, mais c'est vraiment intéressant quand tu donnes un peu ces conseils en prospection et les gens, ils pensent tout d'un coup qu'ils doivent plus du tout dire ce qu'ils font et ils essaient de choper des rendez-vous sans rien dire, genre non, mais 1h mardi. Mais vous faites quoi? Non, mais 1 heure. Je vous explique. Toi, t'es genre, il y a un juste milieu quand même. Don't be so extreme. Donne-lui un tout petit peu de matière. Mais bref, voilà. Donc on va en parler. Donc en fait, le but, c'est pas de ne pas parler de soi, encore une fois, c'est plutôt que ce soit pas à propos de moi. Ouais, c'est vrai. C'est une nuance hyper importante. Et c'est une vraie différence parce qu'en fait, une fois que j'ai compris que je dois pas parler de moi, enfin, que je dois plutôt parler de l'autre, et je vais faire en sorte que ce soit à propos de moi de manière déguisée. J'explique. Quand j'essaie de prendre un rendez-vous, je vais bien parler des problèmes de l'autre, etc. Et par exemple, je vais avoir, disons, une objection que la personne veut me ramener tout son COMEX ou tout... Non, pas tout son COMEX, mais genre son N-1 et son N-3. Les personnes opérationnelles toutes les personnes opérationnelles dans le truc. Et moi, d'un coup, je me dis « Ah mince, c'est pas dans mon process, il faut que j'évite ça à tout prix. » Mais je vais le faire à propos de moi. Je vais te dire « Ah,
mais en fait, c'est vous qui décidez, non? Et du coup, moi, je dois voir celui qui décide. Ça, c'est à propos de moi. Ouais. Et c'est pas le sujet, c'est pas Ouais. ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que ce soit à propos de l'autre, c'est-à-dire, parce que souvent, je leur dis, mais tu dois prendre le rendez-vous avec le décideur. Ils ne savent même pas vous savez même pas pourquoi, en fait. Et ouais. Vous savez même pas pourquoi c'est bien pour lui de prendre rendez-vous avec le décideur. Et ça, c'est pas bon, parce que du coup, t'es incapable de faire l'action si tu sais pas pourquoi tu l'as fait. Et ce que tu dis, ça touche un point hyper important qu'on n'a pas dit jusque-là. Pourquoi on vous raconte tout ça et c'est parce qu'on veut que ça soit à propos de l'autre et tout. C'est pas un truc de technique ou de je sais pas quoi pour gagner la vente. C'est que vraiment, littéralement, ton job, c'est de résoudre le problème de cette personne qui est en face. Et donc, il faut que ça soit une vraie intention honnête, tu vois, et de l'aider lui. Clair dans ta tête. Voilà, et de comprendre pourquoi, comme tu disais, chaque truc, c'est mieux pour l'aider. Pourquoi Exactement. ça va mieux l'aider? Exactement. Pourquoi ça va mieux l'aider de faire comme ça? Et tu vois, par exemple, on fait une simulation, et je dis, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Et je demande, mais pourquoi c'est mieux pour lui de te voir en one-one, enfin en face-à-face, que toi et lui? Je sais pas. Ouais, voilà. Donc, pourquoi c'est mieux? En réalité, c'est que si mon objectif, c'est de challenger quelqu'un, peut-être que la personne n'a pas envie qu'il y ait 3 personnes de ses équipes à côté quand il se livre et qu'il se met à nu, entre guillemets. Ouais. Peut-être qu'il n'aura pas envie de ça. Et du coup, moi, je serais incapable de bien l'aider si je le mets pas à nu et que je le challenge pas. Et puis, donc en fait, c'est un auto-blocage. Ouais, tout simplement aussi. Une bonne conversation, quand tu te rencontres pour une première fois, c'est toujours mieux à 2 personnes. Et comme c'est lui la personne qui a le plus gros niveau d'enjeu, c'est mieux avec lui. Enfin, tu vois. Il y aura des trucs que les autres sauront pas, que lui sait, des informations. Et en fait, quand on est dans une conversation à plusieurs aussi, il y a forcément des moments où je suis passif, où je me repose sur les autres quand ils sont en train de parler. Et du coup, la conversation, elle n'a pas un bon rythme, elle n'a pas une bonne intensité. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à je trouve cet exemple, il est vraiment fascinant. Mais c'est aussi, c'est un bon moment pour, tu disais parler de toi en filigrane, par exemple, porter tes convictions. Tu vois, ça en dit long sur toi, mais c'est dans le meilleur intérêt de ton prospect. Donc, voilà, nous, une de nos convictions, c'est ce truc d'une conversation one-one en présentiel avec un dirigeant. C'est une conviction forte de Jab, et c'est pas parce que c'est notre process et tout, c'est parce que on pense que c'est mieux. Et en l'occurrence, c'est dans notre process. Pour aider la personne. Quoi. Voilà, c'est ça que je dis. On pense dans notre expérience. Et aussi là, tu peux aussi, tu vois, c'est ça aussi qui est intéressant. En dire long sur toi, en disant, moi j'ai l'habitude de travailler avec des dirigeants comme vous, en fait. Et de mon expérience, c'est vraiment comme ça que je peux vous aider. Moi, je t'entendais au téléphone tout à l'heure aussi, parler sur un deal, dire, en fait, moi, c'est comme ça que je veux faire et pas autrement, parce que je sais que c'est comme ça que je vais pouvoir t'aider. Et donc, pareil, c'est un même exemple où tu étais vraiment dans l'intérêt du prospect. Et ça en disait long sur ton professionnalisme, la façon dont tu travailles, etc. Et en fait, les gens acceptent en face. C'est ça qu'on sous-estime. C'est que tu vas me dire, j'ai peur, non, mais parce qu'en fait, je suis sûre qu'il va m'envoyer bouler et tout ça. Mais si tu le fais avec une bonne conviction et que c'est dans l'intérêt de l'autre, tu vas pas te faire envoyer bouler. C'est pas ça qui va se passer. Il y aura de la résistance, certes, mais ça, c'est normal. Si ta conviction, elle est forte, la résistance, tu la passes. Ouais, c'est ça exactement. C'est pas très dur. Donc il y a vraiment 2 sujets, je trouve, sur ce truc de c'est pas à propos de toi, etc. C'est le sujet de la forme, donc on l'a dit, avoir une bonne histoire, etc. Mais sans un vrai fond. Et il faut, moi, dans les ateliers, en fait, sur ton histoire de vente, tous les ateliers que je fais, ça revient toujours à ça, c'est cette conviction. Il y a une partie de l'atelier aussi où tu travailles pourquoi t'es le meilleur, qu'est-ce qui te rend unique justement dans tes convictions, tes façons de travailler. Et en fait, c'est toujours là que ça bloque. Et sans ça, t'auras beau jouer tout le pipeau là, comme Romain Duris et tout ça, et faire toutes les plus belles métaphores du monde. En fait, comme tu disais, t'iras pas au bout des deals, t'arriveras pas à bien aider la personne en face. Donc, c'est hyper important de travailler ce sujet-là. Il y a le fond et il y a la forme, et il faut absolument les deux. Parce que de la même façon, si t'as des bêtes de conviction mais que tu sais pas bien les exprimer, tu passes pour un bourrin, non mais c'est vrai. Tu peux vraiment, ça peut mal passer, tu vois. Alors que t'as des super intentions, tu veux vraiment aider le gars, mais tu l'as pas du tout bien mis en forme ou en valeur. Donc intéressant cette dichotomie. Et donc c'est vrai dans la prospection et c'est vrai dans la suite. Ah ouais. Parce que quand je commence à vendre, si c'est à propos de moi, ce qui va se passer, c'est que
je vais penser direct closer. Hein, si c'est à propos de moi, je dois faire mes objectifs, je vais penser automatiquement closing. Donc, en fait, si le gars il me parle de lui pendant 15 000 plombes, ça va être chiant. Tu vois, c'est ça le raisonnement. Ah ouais, j'ai jamais Si on le pensé à pousse ça. au bout, c'est ça. Ouais. C'est mais ça y est, je sais que faut lui poser 2-3 questions, mais bon, ça devient long, quoi. Ah, de ouf. Un peu, ça y est, j'ai compris son problème. Ouais, je sais que moi, mon je sais. service, ça va aller pour lui. Singa. Moi, je sais ce que c'est ses problèmes. Moi, je sais ce que c'est, comment je dois l'aider. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que si t'as pas embarqué l'autre avec toi, t'as beau savoir, il va jamais se passer rien du tout. C'est clair. Ça va pas closer. Et du coup, ton objectif, qui était de closer, de faire tes objectifs, il va pas avoir lieu. Et c'est nul. Hein, et si c'est pas à propos de toi et que c'est plus à propos de l'autre, on s'en fout du temps qu'on va passer sur les problèmes tant qu'on n'a pas touché les bons et qu'on n'a pas eu des déclics, des réalisations de « Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça » et « Ah mince, c'est vrai, on perd beaucoup d'argent là-dessus », et j'y reste. Peu importe si ça me met mal à l'aise, peu importe si ça dure longtemps et que je dois reprendre un rendez-vous après, peu importe si le gars me presse de lui présenter, ça veut juste dire que je suis pas tout à fait sur le bon chemin. Tu vois, et en fait, peu importe ce qui vient dans mon chemin et ce qui me bloque la route, j'y reste parce que je sais que c'est dans l'intérêt de l'autre. C'est trop bien ce que tu dis, ça me fait penser du coup à l'urgence. On parle souvent de l'urgence de closer. L'urgence que tu fais naître chez ton prospect, et aussi, là ce que tu dis, c'est aussi un peu ton urgence à toi de vendre. Et en fait, il faut que ça soit la bonne urgence, pas celle qui est « Ok, faut que je me dépêche de vendre mon truc ». Ou il y a un discount jusqu'à la semaine prochaine. Ouais, grave. Il y a une quantité limitée. Tout ça, c'est des fausses urgences, en fait. C'est des urgences construites, mais ça convainc personne, en fait. Ouais, c'est clair. T'es une start-up, genre t'as une quantité limitée, ton rêve c'est juste de tout vendre. Enfin, sérieux. Ouais. Personne va te croire en fait. Et tu sais, les gens qui menacent par exemple. Oui, sinon vos concurrents ils vont utiliser. Mais tu crois que tu fais peur à quelqu'un ? Il y a des gens qui font ça ? Je te jure. Tout le monde fait ça. Ah ? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Alors, bref. Ok. Mais, sur du B2B, je trouve si ça... tu nous écoutes, il y a des gens qui font ça, non ? Ah ouais, c'est possible. De dire, même pour prendre un rendez-vous en prospection. Moi, j'ai une... Alors, sorry, là, je dévie du thème de l'épisode, mais lunaire. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je suis désolée. Et cher auditeur, petit commercial break de cet épisode, mais Sarah, il fallait que je te le dise. Quelqu'un m'appelle. Et là, il me dit tout de suite, j'aurais dû rebondir. Bonjour madame. Donc déjà, musique de la téléprospection, mais heureusement, il me rassure. Je vous rassure, ceci n'est pas du tout un appel commercial, je ne veux pas du tout vous vendre quelque chose. Et j'ai rien dit parce que j'attendais une livraison d'un canapé, donc il m'a juste saoulée, tu vois. Mais j'avais envie de dire, c'est bien dommage. C'est bien dommage, pourquoi ça serait mal un appel commercial ? Et donc il était là en train de dire, je veux simplement vous rappeler que nous avons envoyé un mail de sondage et vous n'y avez pas répondu. Je dis, wow, tout compliqué. Ah ouais, intergalactique lunaire. Mais enfin bon, et voilà. pareil, mais ça c'est un très bon exemple parce que c'est que à propos d'eux. Mais vous n'avez pas répondu à notre sondage. Non, mais mais je m'en fous de votre sondage en fait. Qu'est-ce que j'ai à y gagner, quoi. Ouais. Exactement. Non, mais vraiment, voilà. Donc ça m'est apparu dans cet enregistrement. C'est tout pareil. C'est la même chose en fait. Et moi j'étais là. Ok, genre je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. Enfin, tu vois, quelle est la valeur que tu m'apportes dans cet appel ? Exactement. En plus, ça m'a hyper vexée. Dire ceci n'est pas un appel commercial. Et en fait, enfin bon, bref. Donc j'ai trouvé ça vraiment horrible. Voilà. Et donc je pense le bon apprentissage de ça, c'est de bien savoir pourquoi tu fais les choses et de pas te lancer tête baissée dans un truc en te disant non mais de toute façon il faut juste que je le close. Non, c'est pas comme ça en fait. Ouais. C'est pas ça. Et l'urgence, si on y revient, les fausses urgences entre guillemets, ça ne marche pas. C'est pas convaincant, c'est pas engageant. On y revient. On va pas se sentir le héros de l'histoire quand il y a une urgence exogène, imposée, fausse. Ouais. Alors que quand l'urgence elle est en moi et qu'elle vient de moi, c'est-à-dire ce que je perds, combien me coûtent mes problèmes, etc. Là d'un coup je la ressens l'urgence parce que c'est moi qui l'ai construite avec ce que je vis. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis pour rebondir sur cette histoire de storytelling. Je disais tout à l'heure, c'est toi l'adjuvant, la personne qui aide, mais tu as aussi une autre casquette qui est un peu celle du scénariste, enfin du producteur du film. Parce que c'est ça que tu dis. Tu veux faire émerger chez ton héros aussi ses problèmes. Truc plus important. Quelque part, Et donc je trouve que ça c'est intéressant. T'es là, tu co-construis l'histoire avec lui. Et ça, engager la personne en face de toi engagée, mais toi aussi, faut que tu sois engagé dans ce truc de
co-construire cette histoire et le transformer en héros parce qu'il a eu ses problèmes. Il te présente un tout petit feu de camp. Toi, tu le fais souffler sur les flammes jusqu'à ce que ce soit un joli feu à l'image, quoi. Je sais pas si c'était très clair comme truc, mais moi je l'avais bien en tête. Si, j'ai bien aimé cette métaphore. Donc l'urgence. Donc voilà, l'urgence, pareil, ça peut pas être à propos de toi, sinon ça ne marchera pas. Hein. Et on parle même pas en termes de morale, de c'est pas bien d'être à propos de soi. Non, c'est juste que ça va pas marcher pour personne. Ouais. Ça marche pour personne. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. On n'est même pas en train de dire, comme tu disais, pour que tu vendes un max ou tu vois, pour que ça close plus vite, des trucs comme ça. C'est juste, en fait, c'est un lose-lose. C'est vraiment pas bien de faire ça. Ni toi, tu vas pas être épanoui ni faire une bonne vente. Du coup, ton prospect, il sera même pas aidé. It doesn't work. Et en fait, si tu veux appliquer le process et que le process sans ce côté-là, c'est pas à propos de moi, tu vas te trouver forceur. Ouais. Parce qu'en fait, là, on passe sur le closing. Au closing, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais je veux pas être pushy, je veux pas pousser. » En fait, tu ne pousses que si t'es juste en train de faire de la répétition d'un truc qui n'a pas de sens pour l'autre, quoi. C'est clair. Si tu pousses vraiment. Ouais. Et là, oui, tu vas avoir l'air pushy et malpoli et tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui est la différence entre quelqu'un qui pousse « Allô, t'as signé mon devis ? Allô, t'as bien vu ? Je veux savoir si t'as bien eu mon devis. » En fait, les gens, ça fait 15 jours qu'ils regardent le nombre de vues du mail et tout sur DocuSign. « Tu as bien eu mon devis ?» Et un bon closing où il faut quand même embarquer la personne, tu vois. Parce que la situation dont tu parles de follow-up un peu infini comme ça, c'est juste parce que je veux que le deal soit signé, parce que je veux atteindre mes objectifs. Ouais. Et du coup, quand la fin du mois arrive, je vais faire que de passer des appels pour presser les gens de signer mon devis. Et ça, en vrai, c'est détestable, quoi. It's horrible. Et en plus, c'est horrible à vivre. Néanmoins... T'as pas du tout envie de vivre ça. Ouais, grave. D'aucun des deux côtés, en fait. Hein, je pense. Personne n'a envie de vivre ça. Néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est de te dire, il y aura toujours des situations comme ça. Et en fait, on ne va pas dire aux gens, genre, sorry, ne close pas ton mois. Enfin, tu vois, les sales ne font pas ça. Donc, comment est-ce que tu le fais bien ? Faut être dans une urgence, déjà, toi, de closer. Ouais. Au moment où t'es dans la vente. Ah, voilà. C'est-à-dire, c'est pas a posteriori, quand le gars n'a pas répondu, ah mince, c'est urgent, il a pas répondu, tu vois. C'est plutôt... c'est plutôt dans la vente, il faut avoir de l'urgence qui vient du fait que c'est des gros problèmes, il faut vraiment les résoudre, c'est important, c'est urgent. Et du coup, le closing, je vais pas le faire à propos de moi, je vais plutôt le faire à propos de la personne, c'est-à-dire comment je l'aide à prendre une décision. Ouais. Parce que closer, en fait, c'est mettre quelqu'un en action, si on veut définir. Le closing, c'est faire prendre une action à quelqu'un. Yes. Bien sûr, pour résoudre les problèmes que tu résous. Hein. Et pour faire prendre une action à quelqu'un, ce qui est le plus dur pour les gens, c'est de changer et de prendre des décisions. Et rien que d'aider quelqu'un à prendre une décision, ça a vraiment beaucoup de valeur. C'est clair. Mais beaucoup. Mm-hmm. De pas juste laisser quelqu'un te dire je vais réfléchir, il va se passer quoi, le gars va se poser dans sa cuisine devant son frigo comme ça, genre tiens, je suis réfléchi. Non. Oui, je confirme. Non. Sur tous les plans de la vie, ça n'arrive pas. Est-ce que t'as déjà fait ça dans ta vie, en fait ? Bon, peut-être pas devant ton frigo, mais peut-être... Enfin, t'as pas un moment où tu t'assois comme ça, tu regardes le ciel et tu dis je réfléchis, est-ce que je vais signer ce devis ? Non. Que tu as placardé sur ton frigo, bien sûr, parce que c'est ce que tu fais. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que en disant ça, moi je pense direct à en ce moment je suis dans des bails d'appart, de travaux, etc. J'ai des choix à faire, et en fait à aucun moment je peux les faire toute seule. Enfin, tu vois, c'est une des premières fois que je suis avec un choix un peu aussi important pour moi. Ou en tout cas, j'exagère, mais bref, c'est un choix important. Et donc, j'ai mon archi, big up Laura qui nous écoute, qui est là, qui t'oriente un peu. Et c'est exactement ça, en fait, qui te lève tes doutes sur les trucs que t'as, qui te fait passer à l'action, mais avec des vrais insights d'experts, et en qui t'as confiance. Et je pense que ça revient bien sur... C'est un point qu'on n'a pas dit, mais tous ces trucs, ça t'aide aussi à construire de la confiance avec le prospect. C'est vrai. Et te positionner, tu l'as bien dit tout à l'heure, en tant qu'expert, qui font que c'est des trucs, au moment de closer, t'es pas non plus en mode « pushy guys », t'es en mode genre... C'est bon, tu vois, genre on se fait confiance, tu sais que j'ai une expertise et que je veux t'aider. Si je te dis qu'il faut y aller, c'est que je veux résoudre ton blème pro, faut y aller, tu vois. Et ce qui est intéressant dans ton exemple, c'est que si Laura, elle faisait pas bien son travail, tu serais en train de décider avec qui ? Avec Alex, qui est son mari. Aïe. Non, je rigole, j'allais faire le jingle. Non, l'exemple, il est
très intéressant. Pourquoi ? Parce que si c'est pas moi qui aide mon prospect à prendre sa décision, ce sera quelqu'un d'autre. Ouais, Et ce quelqu'un d'autre, il est pas aussi bien placé que moi pour prendre une bonne décision. Parce que ce quelqu'un d'autre, ça va soit être la source du problème, donc en fait, ce sera pas une bonne décision, soit ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir et qui n'a donc rien à voir dans la décision. Ouais. Hein ? Et j'ai eu le sujet beaucoup cette semaine, notamment, de gens qui disent « Ouais, mais je veux pas que le gars, il l'impose à ses équipes. Il veut pas l'imposer à ses équipes. » C'est une objection intéressante, ça. Mais les amis, réfléchissez 2 minutes. Hein. Non mais c'est vrai, ça met le un peu coup hors de de gueule moi. de la Ohaillon. Si on réfléchit 2 minutes, personne n'impose quoi que ce soit à personne. Enfin, je veux dire, ça ne marchera pas. C'est pas ça qu'on veut. Par contre, si la personne que j'ai en face de moi prend une vraie décision et en alignement et que c'est la personne qui décide, donc le CEO d'une entreprise est censé bien prendre des décisions pour son entreprise. Jusque-là, on peut à peu près s'accorder. Hein. Et s'il prend une bonne décision, les équipes ont plutôt intérêt à la suivre, puisque c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Ouais. Hein ? Ouais, normalement. Pourquoi cette personne ne pourrait pas faire acte de leadership, c'est-à-dire être à l'origine de convaincre ses équipes, de les amener avec lui, de etc. les embarquer, ouais. Et devrait forcément être coercitif et les forcer à faire quelque chose. Je comprends pas. Non, mais là, girl, on embarque sur tout un autre terrain, mais en vrai, je trouve ça passionnant. Moi, j'ai un petit côté dictatrice, on se moque un peu de moi, mais derrière, c'est vrai que j'ai quand même une conviction, la culture du consensus absolu, stop. En fait, c'est terrible, en fait. Combien de fois, cher auditeur, combien de fois tu te retrouves dans des situations de consensus mou avec des gens qui se passent la balle pour prendre des décisions où ça met 10 mois et finalement quelqu'un tranche. C'est ça, toutes les situations, c'est ça. Et non, mais ne serait-ce que dans le quotidien de chacun. On va dîner où ce soir ? Allez, un groupe déjà à 2, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Et en plus, un groupe de plus de 5 personnes. S'il n'y a pas quelqu'un qui prend c'est horrible. l'initiative, Et ça à va la pas fin, marcher, t'as même fait. plus envie d'aller au resto. T'es genre, c'est un bordel. Enfin, moi, franchement, je pense qu'il y a un milieu entre dictateur et consensus. Et en effet, tu l'as bien dit, ça s'appelle le leadership. Je pense que ça sera l'occasion d'un épisode, le leadership en vente. Et je sais plus pourquoi on a commencé à parler de ça, mais parce franchement, fait, c'est vrai. Aider à prendre une décision. Exact, voilà. Et c'est ça. Et donc, en effet, aider le dirigeant à prendre une décision, c'est aussi ton rôle en tant que bon vendeur quand tu closes. Et donc, on revenait à ça, de se dire au moment du closing. Voilà, et c'est un moment qui n'est pas du tout à propos de toi, quoi. Ouais. C'est à propos de l'aider à lever ses doutes, l'aider à aller au-delà de ses habitudes de prise de décision, l'aider à challenger ce qu'il a fait par le passé, sur quoi il s'est planté, sur quoi il s'est pas planté. Toutes ces choses-là pour aboutir à une action. Et en fait, si tu fais que ce moment est à propos de toi, la personne n'a pas l'espace pour se poser les bonnes questions. En fait. Ouais, c'est clair. C'est pas possible. Si c'est à propos de toi, de oui, il faut que tu signes avant jeudi, ça lui fait ni chaud ni froid. Ouais, il s'en tape. C'est pas son problème, quoi. Voilà. C'est un très bon wrap-up. Comment est-ce qu'on conclut ce petit épisode pour nos chers auditeurs qui nous écoutent ? Et cet épisode n'est pas à propos de nous, c'est surtout à propos de toi, les femmes, cher auditeur. Donc, si ça t'aide, on est ravis. Si t'as du mal à savoir comment tu peux l'appliquer pour toi, on sera ravis aussi d'avoir une conversation. Donc, n'hésite pas. Et puis sinon, on se retrouve bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. Merci Sarah. Merci Steph.